Alors, vous savez, très simplement, en Afrique, nous naissons, nous avons un don, mais nous avons souvent la famille, la culture qui pèse. Alors, on te dit quoi étudier là où il faut aller. Et c'est comme ça. Et donc, j'ai les autres études, le droit et surtout tout ce que j'ai fait aux États-Unis, c'était simplement être guidé par la famille, les parents, obéissants. Mais en fait, depuis le départ, depuis l'âge de 5 ans, 6 ans, j'étais intéressé par l'électronique, à démonter les radios de mes parents, la télé, à m'électrocuter avec, voilà, en essayant le tout. Donc, ça a toujours été une passion débordante. Mais malheureusement, en Afrique, très souvent, les parents disent, tu seras avocat, tu seras docteur, tu seras médecin. Et point final, vous n'avez pas le choix, sinon on vous maudit. Et vous savez, en Afrique, hein, quand un parent vous maudit, ben, c'est fichu. Donc, on est obligé de faire ce qu'on nous dit de faire, et je le faisais. Mais à un moment, je m'ennuyais à mourir. Pourtant, je gagnais ma vie de façon phénoménale en étant directeur de banque aux États-Unis, mais ça ne me plaisait pas du tout. Quand j'étais juriste à Paris, ça ne me plaisait pas, mais il fallait le faire. Donc, le revirement, là, était en fait moi, une sorte de comeback, le vrai moi, avec ce nouveau job, en étant dans l'électronique, l'IA, l'informatique. Je peux travailler jusqu'à 6 heures, 7 heures du matin, presque pas de fatigue. Le corps fatigue, mais pas l'esprit, parce que j'étais conçu pour ça. En fait, c'est pour ça que je prends du plaisir à être Puis de- dedans. Qu'est-ce qui vous a servi de déclic, en fait, Euh, pour le, vous le- retrouver en vous-même, tel qu'en vous-même? le déclic, c'est simple. Je regardais une émission un jour sur une chaîne Discovery Channel et il y avait un questionnaire des personnes qui étaient en phase terminale de leur vie, surtout le cancer, et on leur demandait qu'est-ce qu'ils avaient à dire. Les dernières phrases, les derniers mots, est-ce qu'ils avaient des regrets? Presque tous disaient qu'ils avaient un regret de ne pas avoir été qui ils voulaient être, mais d'avoir été ce que les gens attendaient d'eux, d'être, soit leur femme, soit leur père, leur mère, la famille, la société. Donc nous sommes tous comme des robots et tous regrettaient. Certains étaient au cadre, mais voulaient être chanteurs, en fait. Ils n'ont jamais fait. Certains voulaient aller voir le monde. Ils n'ont pas. Donc, tous exprimaient un regret de ne pas avoir été qui ils étaient. Alors là, je me suis posé la question, est-ce que je regretterais quelque chose un jour? Je me suis dit oui. De ne pas continuer à m'électrocuter avec les fils électriques et les trucs. Alors, j'ai enlevé la cravate et je suis descendu, mais plus bas que terre, hein, parce que lorsqu'on commence l'entrepreneuriat en Afrique, hmm, c'est la boue, hein, la terre, la poussière, les sueurs, les larmes et puis les regrets. Eh bien, je l'ai fait et à un moment, on est sorti de la vallée de la mort avec les contrats, les institutions et puis voilà. Mais il faut y croire d'abord. Voilà. Donc, ça a été le déclic de ne pas avoir de regrets un jour. D'accord. Alors, ça devrait beaucoup intéresser Muntaga Keïta. Vous avez, mon cher Muntaga, une fan, hein, dans ce panel et les choses sont très bien faites ainsi. Vous avez suivi l'exposé de ce qui constitue l'essentiel de ces travaux en ce moment. Je voudrais que vous disiez peut-être un mot sur le travail qu'elle est en train de mener, Véronique Bountier, mais surtout de nous dire de manière générale, comment est-ce que, de votre point de vue, l'intelligence artificielle peut améliorer la qualité du système de santé sur le continent? Alors, merci de me donner aussi la parole sur ce sujet. C'est très simple. Vous voyez par exemple les bornes médicales que nous utilisons, que nous fabriquons à Tulip Industries. Ces bornes médicales, par exemple, viennent avec un microscope affixé avec une prise USB, bien sûr, connexion USB, pour que tout ce que le laborantin voit passe sur l'écran de la borne. Et avec la télémédecine, un autre médecin ailleurs peut voir la même chose, la même image. Alors, pourquoi utiliser un autre médecin ailleurs si nous avons dans cette borne des algorithmes d'intelligence artificielle qui peuvent broyer toutes ces données, toutes ces images, les comparer et puis suggérer de quoi il s'agit? Vous voyez, la télémédecine, en fait, peut tout simplement être résolue par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Parce que c'est quoi la télémédecine? C'est simplement pour un médecin, quelquefois, mettre des électrodes et puis demander l'avis d'un autre médecin. Ça aussi, c'est une partie de la télémédecine. Alors, pourquoi demander l'avis? Si on a des algorithmes qui peuvent nous donner des avis, c'est même mieux. Et, les médecins américains ont détecté, par exemple, que avec des algorithmes, ils peuvent détecter le cancer mammaire 100 fois plus rapidement qu'un médecin.
C'est à cela ça sert. Aujourd'hui, c'est utilisé par exemple sur les drones agricoles. Nous avons par exemple des drones agricoles ici en Guinée, mais pas l'IA là-dessus encore. Mais il y a des drones, je sais au Canada, dans d'autres pays, qui peuvent détecter par exemple la coloration des fleurs, des plantes, et puis déterminer exactement le niveau d'aridité de ces sols ou d'autres sols, et puis même détecter des maladies. Donc c'est à ça ça sert. Au niveau santé, les algorithmes vont beaucoup plus vite que l'œil humain, que l'expertise d'un médecin. Et donc, on peut aboutir à vraiment un meilleur diagnostic beaucoup plus rapidement. Et qui dit rapidité en médecine dit égale survie. Mais qui dit lenteur, c'est la mort. Voilà. Alors, vous pensez que cette intelligence artificielle est la voie de sortie pour guérir le continent de ces maladies, de ces problèmes d'accès aux soins, de l'indisponibilité des médecins? Mais il faut des préalables, j'imagine, à la mise en place de tels outils. Vous savez, il ne faut pas mystifier. J'aime bien ce que mon collègue William Elong a dit. Il y a beaucoup de choses qui sont mystifiées. Nous voyons dans des articles, nous imaginons. Et en général, nous avons souvent la phrase, oui, les Blancs ont créé ça, les Blancs ont créé. Mais écoutez, je sors de l'école de Harvard. J'ai vu beaucoup de Noirs là-bas. J'ai vu des centaines de Noirs là-bas, de différents pays africains. Nous avons fait les mêmes bancs. C'est pas aussi compliqué que ça. Vous comprenez? Alors, cette intelligence artificielle, nous avons plusieurs experts africains, en tout cas des PhD dedans. Il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Mais je crois bien qu'à travers l'IA, l'avenir de l'Afrique se trouve dedans. Vous savez, dans le passé, nous avons les joueurs de Cori, nous avons les autres qui tracent sur le sable pour voir votre avenir, si vous allez avoir une femme, un mari, peu importe, pour voir si vous serez malade ou vous aurez un accident. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de ces Cori-là. L'IA fait la même chose. L'IA, c'est un sorcier, en fait, qui vous dit ce qui va se passer. Donc, je préfère que des algorithmes me disent 6 mois à l'avance, attention, selon vos tests sérologiques, selon les images de vos échographies, vous risquez de développer, par exemple, tel cancer ou tel cancer, donc à partir de maintenant. Et j'adorerais, j'adorerais un système qui pourrait me dire exactement ce qui risque de se passer si je continue sur ce ton-là. Vous comprenez? Donc, c'est utile, c'est vital. En fait, c'est pas seulement utile, c'est vital. Aujourd'hui, tous les pays fonctionnent avec cela, les pays modernes. La Chine, l'Amérique, la France, les pays européens se combattent à coups d'algorithmes aujourd'hui. C'est pas à coups de balles de fusil, mais c'est à coups d'algorithmes. Voilà. Donc, c'est nécessaire à l'Afrique. Sans cela, nous sommes foutus, en fait. M'adresser à Muntaga Keïta, on voit la manière dont Algodron Holdings de William Mellon a conquis le monde et s'impose comme solution aux problèmes qui sont posés autant en Afrique, en Australie qu'en Europe. Vous avez observé les jeunes Africains, les jeunes start-upers africains qui ouvrent et ferment. On a un taux de létalité des startups qui est quand même impressionnant, de l'ordre de 60 à 70% sur le continent. L'un des problèmes auxquels font face les jeunes start-upers est celui du fund crowding, de la levée de fonds. Muntaga Keïta, comment adresser ce problème? Comment vous y êtes-vous pris pour mobiliser la ressource financière au départ du projet? Muntaga, est-ce que vous êtes avec nous, Muntaga? Oui, je suis avec vous. Pouvez-vous répéter la question, pas à couper? Alors, la question était de savoir comment adresser la question du fund crowding, de la levée de fonds pour les jeunes start-upers qui veulent se lancer dans l'IA. Et je prenais un exemple, Algodron Holding de William Elon, mais beaucoup de jeunes start-upers meurent avant que leur projet ne voit le jour. J'évoquais un taux de mortalité des startups qui court à 70%. Alors, comment régler la question du fund crowding? Comment régler la question de la mobilisation des fonds de départ? Alors, c'est très simple. J'ai eu quand même la chance d'avoir l'expérience bancaire. J'étais 10 ans dans le secteur bancaire aux États-Unis et j'ai vu bon nombre d'entreprises dans lesquelles, les banques dans lesquelles j'étais financé, certaines entreprises survivaient, d'autres pas.
Donc, fort de cette expérience, j'ai voulu apporter cette expérience à Tulip. Lorsque j'ai commencé Tulip Industries exactement au niveau commercial, après 2 ans de recherche et développement, je savais exactement que pendant 4 années, je serais dans la vallée de la mort. 4 années au moins. Alors, la plupart des entreprises sautent sur des levées de fonds et s'exaltent. Oui, on a pu lever. Non, lever les fonds ne veut pas dire que vous êtes bon. Au contraire, cela veut dire que vous vous êtes chuté, vous avez tiré une balle encore dans vos pieds. Donc, c'est normal que pour moi, qu'une entreprise qui a 100 millions de dollars de levée de fonds peut-être s'écrase l'année suivante ou l'année d'après. Il faut faire très attention. Levée de fonds ne veut pas dire réussite. Cela veut dire encore que vous avez un gros boulet de plomb sur vos pieds. Donc, il faut travailler encore 100 fois plus dur pour sortir de cela parce qu'il y a des exigences pour les investisseurs. Alors pour moi, le meilleur endroit pour trouver des fonds, très souvent, c'est dans sa poche, si on n'a pas assez, dans la famille. Parce que vous savez, en Afrique, nous avons tous un oncle, une tante, un papa, une maman, un cousin, un voisin qui a 2, 3 villas, qui s'achète tout le temps des voitures chaque 2, 3 mois, qui a de l'argent à gaspiller. On en a tous. Ben, il suffit simplement d'approcher une de ces personnes au lieu d'acheter une nouvelle voiture à 100 000 euros, parce qu'il y en a beaucoup. Euh, Vaut mieux investir dans mon business. Je vous donne 20%, 30%, vous gérez l'argent et moi, je vous envoie les factures. Donc, il faut être beaucoup plus malin que ça. L'argent se trouve chez nous, en Afrique, dans nos familles. C'est cet argent qu'il faut prendre. Attention, ne surtout pas aller vers les banques lorsqu'on est une start-up. Pourquoi? Parce que numéro un, les banques vous demandent des choses que vous ne pourrez pas fournir, telles que des garanties. Quelquefois, ils veulent votre maison. Quelquefois, ils veulent... Et les banques sont là pour s'enrichir, pas pour vous aider. J'étais banquier pendant 10 ans. On se disait, we are in business to make money. On s'en fiche que vous vous écrasez ou pas. Donc, n'allez pas voir les banques, voyez plutôt dans vos poches ou les poches des personnes dans vos familles. J'ai fait la même chose et ça a réussi. J'ai pu donner un pourcentage assez précis à ma famille. Ils ont débloqué certains fonds et de gauche à droite et j'ai pu au moins finir mes recherches et développements, quelques projets pilotes sortir ces bornes et ça a suscité l'intérêt même du vice-président de la Banque mondiale qui a fait le voyage de Washington jusqu'à Tulip Industries et puis qui a visité avec tous les autres directeurs Banque mondiale et puis de fil en aiguille avec les médias et ça s'est embrasé. Et c'est tout. Et programme alimentaire aussi a rejoint la danse, maintenant les ministères. Et là, nous sommes dans 23 pays d'Afrique. Nous avons des représentations signées même au Cameroun. Nous avons 3 représentants au Cameroun. Là, en ce moment, la dernière représentation, c'est en Mozambique, avec 28 représentants éparpillés sur ces 23 pays. Nous avons, par exemple, un en Allemagne, un en France, dans les Antilles, pour la télémédecine et autres. Ça sont des représentants officiels de Tulip, avec des contrats. Donc, oui, il faut se lever. La levée des fonds est très difficile au départ, mais la difficulté, c'est plus dans la tête. Trouvez des tactiques. Allez-y dans vos familles. Allez-y dans vos familles. Soyez prêts à subir les 4 années aussi de vallée de la mort où vous n'allez rien produire. Si je vous dis que à un moment, je m'inquiétais même du niveau de carburant dans mon véhicule, je ne savais pas si j'arriverais à la maison, croyez-moi, c'est ça. Alors, lorsqu'on nous voit en costume cravate, on croit que ça a été directement comme ça. Non, ça a vraiment été une vraie vallée de la mort. La boue, la sueur, les regrets. Et on se pose toujours la question, est-ce que je ne suis pas fou? Pourquoi je me suis lancé dans ça? Mais nous avons toujours ce 1% qui dit ça va réussir, parce que l'Afrique en a besoin, la Guinée en a besoin, l'Afrique en a besoin, ça va réussir. Et ça a marché finalement, et voilà, nous avons assez de fonds pour fonctionner, pour nous étaler au niveau Afrique, et voilà. Merci beaucoup, Montaga Keita. Je vous présentais tout à l'heure comme étant un produit de méthodage, votre positionnement, vos actions, votre philosophie. Je voudrais passer la parole aux panélistes qui vont réagir l'un après l'autre aux 3 préoccupations qui ont été évoquées, que je résume rapidement. La première, est-ce que la sécurisation des données locales ne passe pas par la création de notre propre intelligence artificielle, nos propres outils? Montaga Keita particulièrement, mais d'autres personnes pourraient intervenir sur la question de comment réagir face à un certain nombre de freins ou d'insuffisants, de limites à la mise en place de cette intelligence artificielle
en Afrique, notamment l'accès à l'information, à l'éducation, à Internet, à l'électricité et tous les autres manques. Et puis, troisième question qui va intéresser évidemment particulièrement Véronique, comment intéresser les filles à l'intelligence artificielle? Je voudrais maintenant passer la Oui. parole à Moutaga sur tous ces manques, tous ces freins à l'entame qui ne permettent pas de, voilà, toute cette macrostructure qui manque souvent en Afrique pour pouvoir se lancer dans le développement du numérique. Que peut le grand sorcier pour ça, Moutaga? Alors, l'animateur peut-il réactiver ma caméra? Parce que j'ai dû changer. Moi aussi, j'ai été déconnecté, donc là, je me suis reconnecté. Moi aussi, la même chose, la caméra, désormais. Essayons encore. C'est parfait. Maintenant, vous pouvez me voir, je crois bien. Alors, allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, Moutaga. Il y avait une première question qui m'intéressait beaucoup, celle de savoir exactement pour l'IA, la sécurisation des données. En fait, je crois que la question était posée à l'inverse. Ce n'est pas l'IA qui sécurise les données, mais vous plutôt sécuriser les données pour avoir une meilleure IA à l'africaine. Parce que nous, ce que nous avons fait à Tulip Industries, par exemple, c'est de carrément créer notre propre data center. Voilà. Parce que ce que vous avez aujourd'hui, lorsque vous utilisez vos téléphones, Google, sans votre autorisation, parce que vous ne l'avez pas vraiment autorisé, vous avez seulement cliqué oui, vous voulez installer Google. Google récolte toutes vos données. Et lorsque vous avez les montres de Apple, toutes ces montres connectées, là, votre santé, ils ont vos données. Eux, ce sont vos données qu'ils utilisent pour créer de meilleurs algorithmes. Alors, en Afrique, ce qu'il faudrait faire, c'est d'éviter d'avoir des Gmail, des yahoo.com ou .fr, c'est de créer nos propres emails, nos propres adresses hébergées ici. Lorsqu'on hébergera toutes les données en Afrique, ils n'auront aucun choix que de marchander avec nous. Et au moins, nos IA, nos algorithmes seront bien meilleurs. Et nos algorithmes, l'intelligence artificielle fabriquée en Afrique avec des données africaines sera beaucoup plus fiable pour nous en Afrique. Donc oui, il faut d'abord sécuriser les données ici en Afrique pour avoir de meilleurs algorithmes. Parce que lorsque eux font des IA, c'est basé sur leurs données à eux. Est-ce que vous savez qu'il y a, par exemple, des reconnaissances faciales qui ne marchent pas pour les visages noirs, pour les visages type africain? Parce que les algorithmes ont été créés à travers des modèles, leur modélisation, leur type de visage sont différents. Voilà. Donc, il faut nos données pour vraiment pouvoir créer nos algorithmes, notre IA. Voilà. Donc, la deuxième question... Oui. Sur la question de toutes ces limites macrostructurelles qui existent en Afrique et qui empêchent le développement du numérique, manque d'accès à l'info, à l'éducation, à l'électricité, à Internet, aux données, etc. Voici ce que j'en fais. En fait, nous nous mentons, en tant qu'Africains, nous nous mentons nous-mêmes. En fait, nous avons la plupart des choses dont nous avons besoin pour créer. Vous savez, la plupart, lorsque je vais dans les salons comme des inventions de Genève ou bien des salons Cotonou ou bien à Brazzaville, les gens me demandent, mais c'est en Guinée-Conakry vraiment que vous avez fabriqué ça? Je dis toujours oui. Mais comment vous avez fait? Je dis, ben, vous êtes tous sur Facebook à gaspiller votre temps sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres, alors que vous pouvez utiliser les mêmes quantités de données, mais pour créer. Si vous pouvez être sur Twitter H24, sur Facebook H24, vous avez les moyens d'aller vous former 100%. Vous avez, comme je l'appelle bien dans l'usine, tonton Google et tantine YouTube, allez-y là-dessus, apprenez. Comment j'ai appris la plupart de l'informatique que je connais aujourd'hui? C'est à travers des tutoriels, c'est en allant en ligne, c'est en téléchargeant des documents PDF, des milliers de pages, c'est en lisant les bibliothèques virtuelles. Mais allez-y, en Afrique, nous avons accès à cela. Alors, il ne faut pas se mentir. Parce que la plupart des gens aiment bien renverser ça sur le gouvernement. Oui, on n'a pas ça. Non, 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 non. Tous les jours, je vois presque tous les Africains sur Facebook. Vous comprenez? Comme on dit en ivoirien, les Congosai, les autres trucs, on sait tout à travers Facebook, à travers les autres réseaux sociaux, Instagram et autres. Mais on n'utilise jamais
nos téléphones ou nos laptops, ou très rarement, bien sûr, pour aller s'instruire. Instruisez-vous avec les mêmes moyens que vous utilisez pour aller sur Facebook ou bien sur Instagram. C'est tout, c'est déjà disponible, hein. Et c'est ce que j'ai fait. Coupure d'électricité, votre laptop ne marche pas, prenez votre téléphone, allez-y, éduquez-vous. Vous avez déjà accès à cela. Beaucoup de pays africains aujourd'hui ont accès à beaucoup de gigas. Bien sûr, c'est cher. Mais je vois bien mes frères africains et mes sœurs africaines passer quand même 24 heures sur Facebook quand même. Donc, c'est vraiment pas... c'est un peu se baratiner, quoi, que de dire il n'y a pas les moyens. Nous avons les moyens. Tulip s'est créé 100% à partir d'ici, Conakry, en Guinée. Voilà. Alors que nous n'avons même pas une très bonne bande passante. Mais comment j'ai pu créer? Allô, vous me recevez? Oui, alors moi j'ai eu une petite coupure. J'espère que tout le monde. Oui, Non, je disais bien à la fin, reçu. si Tulip Industries a pu se créer avec une toute petite bande passante ici à Conakry depuis 2014-15-16, on n'a pas d'excuses, hein. Ne passons pas notre temps sur les réseaux sociaux. Après, de l'autre côté, on dit, bon, on n'est pas développé parce que l'État ne nous donne pas des infrastructures. C'est faux. On a déjà des infrastructures. On est déjà sur Facebook toute la journée, toute la nuit, utilisant la même bande passante pour créer, pour innover. Donc, faut pas Alors se mentir. j'imagine, Moutaga, vous aurez une réponse identique pour ce qui est de l'absence des filles dans le numérique, c'est ça? Non, l'absence des filles dans le numérique, c'est très bizarre. À Tulip Industries, nous sommes 73 aujourd'hui employés, de 25 à 73 en une année. Mais j'ai beaucoup de mal à recruter les femmes. Ah, Je dois merci. même discriminer énormément les hommes. À compétences égales, je prends quelquefois des femmes qui sont en dessous, largement en dessous, rien que pour composer. Alors, le plus grand défi que Tulip a, ce n'est pas les contrats, ce n'est pas autre chose, c'est l'embauche des femmes. Je suis encore à 35-40% d'effectifs, ce qui est énervant. Alors, lorsque je trouve et que je les forme un peu, je les place en tant que superviseur, manager, pour qu'elles puissent attirer d'autres femmes à l'intérieur. Mais vous imaginez tout le travail que je dois faire, tout l'effort que je fournis, la discrimination positive que je dois faire, c'est incroyable. Les femmes ne viennent absolument pas. Je dois aller les dénicher, comme on dit ici, avec une lampe torche en pleine nuit, hein, sous le lit, sous une voiture. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi le problème des femmes africaines, mais elles ne viennent pas. Elles ne viennent pas. Elles sont très rares, elles ne viennent pas. Je veux les embaucher, j'en trouve pas. Et celles que je trouve ne viennent même pas. Donc, c'est un très grand problème.